Les glaciers constituent des ressources en eau douce essentielles dans certaines régions du monde, mais aussi un facteur important de l'élévation du niveau des mers et des risques naturels. Quel impact leur fonte peut-elle avoir sur l'environnement et la société? Cela plongera-t-il certaines régions du monde dans la sécheresse? De nouvelles catastrophes naturelles sont-elles à craindre? Pour y répondre, nous avons rencontré 3 chercheurs travaillant à l'Institut des géosciences et de l'environnement de Grenoble. Donc moi je suis Delphine Six, je suis l'équivalent de professeur à l'université Grenoble-Alpes et surtout je m'occupe de gérer un observatoire du suivi des glaciers. Voilà, donc je travaille sur les glaciers, je suis glaciologue et je gère toutes ces mesures sur les glaciers. Alors les glaciers, alors si on parle des glaciers des Alpes, parce que c'est vraiment la composante sur laquelle je travaille, donc notre région, les Alpes, eh bien les glaciers perdent du volume. Ça aujourd'hui tout le monde est capable de le voir, il n'y a pas besoin d'être glaciologue d'ailleurs, il suffit juste d'aller se promener. Donc les glaciers perdent du volume, beaucoup depuis le milieu, on va dire, des années 80, et surtout ça s'accélère, ça s'amplifie depuis le début des années 2000. On a vraiment une accélération de la fonte des glaciers depuis le début des années 2000. C'est pas tellement qu'on a moins de neige en hiver, même si d'une année sur l'autre c'est très variable, mais par contre la fonte en été s'est énormément accélérée, ce qui fait que voilà, depuis 20 ans, 30 ans, on perd énormément de masse des glaciers. Donc les glaciers des Alpes fondent, mais qu'en est-il du reste du monde? Bonjour, donc, je m'appelle Antoine Arbatel, je suis glaciologue à l'Université Grenoble-Alpes, à l'Institut des géosciences de l'environnement, et je travaille dans le cadre du Service national d'observation glaciocline, qui a pour vocation d'étudier l'évolution des glaciers dans différentes régions du monde pour étudier cette évolution dans différents contextes climatiques. Et donc il y a évidemment des glaciers dans les Alpes et dans les Pyrénées, donc en France. Et puis on s'intéresse à des glaciers dans d'autres régions, donc, notamment dans les Andes tropicales, et en Bolivie, en Équateur en particulier. Et donc moi j'interviens principalement sur les glaciers de cette région. Alors évidemment en lien avec des partenaires sur place, hein, des collègues dans des universités ou des instituts de recherche. Et donc ce travail consiste principalement en un suivi d'un échantillon de glaciers par des observations de terrain, pour mesurer ce qu'on appelle les changements de masse du glacier, et puis pour mesurer aussi les variables atmosphériques, météorologiques, qui vont contrôler ces changements de masse du glacier. Peut-être que sous les tropiques, on a une température à l'échelle de l'année qui est relativement constante, mais on observe évidemment, comme partout ailleurs, une élévation des températures, et cette élévation des températures, elle se traduit par une élévation de ce qu'on appelle l'isotherme 0 degré, c'est-à-dire l'altitude au-dessus de laquelle les températures sont négatives. Et donc, sous les tropiques, les glaciers, ils ne peuvent guère descendre en altitude en dessous de cet isotherme 0 degré. Ça veut dire qu'en première approximation, on peut dire que le front des glaciers tropicaux, il se situe à peu près au niveau de cet isotherme 0 degré, c'est-à-dire autour de 4850-4900 mètres d'altitude à peu près aujourd'hui. Donc si cet isotherme 0 degré il remonte au fur et à mesure du temps avec l'élévation globale des températures, ça impacte directement ce qu'on appelle la phase des précipitations, le fait qu'on ait des précipitations sur le glacier qui soient sous forme liquide ou sous forme solide. Et donc ça a un impact très important en termes de processus de surface, en termes de... Alors c'est ce qu'on essaye de faire, bien sûr, de la simulation future des glaciers. Pour ça, il ne faut quand même pas oublier qu'il faut des mesures dans le passé. C'est pour ça qu'on continue toujours nos mesures sur les glaciers. Donc on a tout un jeu de données qui nous permettent de faire des simulations pour le futur. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on arrive à simuler, en fait, c'est que les glaciers des Alpes, à plus de 80 à 90%, vont disparaître d'ici à 2100. Voilà par exemple une projection de l'évolution de la mer de glace selon un scénario climatique intermédiaire. D'après lui, d'ici 2050, le glacier serait scindé en deux dans sa partie supérieure en se déconnectant du glacier du géant, et en 2100, il aurait reculé de plus de 6,5 km par rapport à 2020. Nicolas Champlon, je travaille à l'IGE, à l'Institut des géosciences de l'environnement, depuis quelques années, et je suis chercheur sur l'évolution des glaciers de montagne, mais à l'inverse de pas mal de mes collègues au laboratoire qui font des processus locaux sur quelques glaciers de montagne, que ce soit de l'observation ou de la modélisation. Moi, je travaille à l'échelle globale sur l'ensemble des glaciers de la planète, et j'essaye d'avoir une approche cohérente et simplifiée pour simuler l'évolution des 275 000 glaciers qu'il y a autour de la Terre. La contribution passée à l'élévation du niveau des mers est à peu près égale entre les glaciers de montagne, l'expansion thermique et les calottes polaires de l'Antarctique et du Groenland. Si on regarde le XXe siècle,
Par contre, là où tu as raison, c'est sur le futur, sur le 21e siècle, on s'attend à ce que les contributions des calottes polaires deviennent dominantes, et notamment l'Antarctique qui a un potentiel d'élévation du niveau des mers extrêmement important, vu sa quantité de glace extrêmement importante, et on voit des accélérations de fonte actuellement, notamment près de la ligne d'échouage, c'est là où le glacier était posé sur le sol et se met à flotter dans l'océan. Et du coup, là, on voit des décharges d'icebergs qui s'accélèrent d'année en année de la part de l'Antarctique. Et donc, c'est là où il y a des incertitudes aussi parce qu'on connaît peu les mécanismes, ou en tout cas, on les comprend mal les mécanismes qui se passent à ce niveau-là. Et du coup, ça peut faire soit une élévation du niveau des mers modérée, on va dire, en faisant la somme de l'expansion thermique des glaciers de montagne et des calottes polaires, soit une élévation des niveaux des mers très importante si jamais l'Antarctique et d'une moindre mesure le Groenland se mettent à accélérer très fortement d'ici la fin du siècle. Ces simulations sont d'une grande importance et, utilisées à l'échelle locale, peuvent également permettre de prévenir les risques naturels liés à ces changements climatiques. C'est tout ce qui est risque naturel lié à la disparition ou à l'évolution des glaciers. Des lacs qui se forment à l'aval des glaciers, des chutes de glace qu'on appelle nous des chutes de sérac qui se déstabilisent. Et ça, ces risques naturels, en fait, ils ont des ampleurs absolument de plus en plus drastiques et dramatiques. Et ça a parfois des effets qui sont très très locaux, c'est-à-dire juste à l'échelle d'une vallée. On l'a encore vu le week-end dernier en Suisse avec ce glacier qui s'est effondré littéralement, donc dans sa vallée. Donc j'allais dire, on a des effets mondiaux, le niveau des mers, des effets, j'allais dire, régionaux, de toute l'évolution du régime des rivières et de la ressource en eau, et des régimes très locaux, presque vallée par vallée, que sont les risques naturels. Alors les risques gravitaires, évidemment que c'est un des risques que l'on surveille, c'est le cas typiquement de la chute de sérac de Tacona qui est au-dessus de la vallée de Chamonix, voilà, qu'on surveille vraiment en détail ici par le laboratoire. Oui, alors ces risques ils se multiplient. Alors Tétrousse a cette particularité que, j'allais dire, le lac il était dans le glacier, hein, c'était ce qu'on appelle une poche d'eau, donc invisible, donc difficilement prévoyable. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, ce sur quoi on travaille beaucoup, ce sont des lacs qui se forment à l'aval des glaciers quand le glacier se retire, donc il y a une espèce de bassin qui se forme et il y a donc l'eau de fonte qui peut s'accumuler, avec risque de vidange si le cordon morénique, ce qui fait le lac, finalement la forme du lac, peut se rompre. Donc on a eu des gros travaux l'année dernière, notamment sur le lac de Tignes, au pied du glacier de la Grande Motte, puisqu'il y a un lac qui s'est formé. On a aussi vidangé le lac au pied du glacier des Bossons. On travaille aussi sur un lac, alors bon, différentes tailles de lacs évidemment, mais sur le glacier du Mont-de-Lens aux Deux Alpes. Donc ces risques de lac, effectivement, c'est des choses à surveiller. Tant qu'ils sont bien cantonnés dans leur cordon morénique, pas besoin de faire grand chose, mais c'est vraiment à surveiller pour pas qu'il y ait débordement et donc une vague effectivement destructrice dans la vallée. Alors, il y aura probablement une amplification dans un premier temps, tant que les glaciers sont encore gros par endroits et qu'il va encore y avoir beaucoup de fonte. Et ces risques naturels, notamment là où on craint beaucoup, ce sont dans toutes les régions, notamment de l'Himalaya. Il y a un nombre de lacs en formation qu'on voit par des images satellites qui sont énormes et qui ne sont absolument pas surveillés, rien du tout. Donc là, il y a vraiment, vraiment des enjeux avec des vallées et des populations en dessous. Chez nous, on a un système de surveillance, hein, notamment par les régimes de l'État, hein, tous les services de l'État, pardon, qui surveillent bien nos régions de montagne. On peut citer par exemple l'ONF ou les parcs, les agents des parcs nationaux, etc. Et puis en plus, on a une capacité de réactivité qui est très forte. Et puis de toute façon, j'allais dire dans 50 ans, 60 ans, quand il n'y aura plus de glaciers, il y aura moins cet impact d'un lac qui peut se former. Donc oui, on va en avoir encore, je pense, du travail là-dessus, et surtout les autres régions du monde à s'occuper. Autre que les risques naturels, un autre risque est la ressource en eau apportée par les glaciers, qui se voit évoluer avec eux et va impacter certaines populations. Et donc on a estimé dans des travaux qu'on a fait avec nos collègues en Bolivie, à La Paz, que pour la ville de La Paz, qui est la capitale de la Bolivie, pendant la saison sèche, c'est jusqu'à 30% de l'eau qui arrive à la ville de La Paz qui provient de la ressource glaciaire. Et donc évidemment, avec une diminution du volume des glaciers, on a forcément une réduction de cette ressource. Et dans les travaux qu'on a pu faire en analysant l'évolution à la fois des débits des rivières, de l'apport des glaciers, des précipitations, des ressources qui proviennent du sous-sol, on a pu estimer que durant les 30 dernières années, la période sur laquelle on a des observations, la contribution des glaciers, pour l'instant, elle a été relativement stable.
Mais on voit très nettement qu'avec la diminution de ces stocks glaciaires, on va, dans les prochaines années, atteindre un pic de contribution du glacier, ce qu'on appelle le peak water, pour reprendre le terme anglais, et qu'au-delà de ce pic, la contribution du glacier va commencer à diminuer. Et donc c'est là où on va avoir un impact direct en termes d'eau qui va arriver pour l'usage des populations, que ce soit l'agriculture ou tout simplement le potable. Ce changement dans l'approvisionnement en eau va demander une adaptation par la population, également par le biais de décisions politiques. C'est une vaste question, avec plein d'aspects différents. Juste en préambule, je précise que l'action individuelle, donc ce que toi tu peux changer, représente, alors ça dépend des études et des façons de voir, mais entre 20, 30%, 40% maximum de la diminution qu'on peut faire globale des émissions de gaz à effet de serre. Le reste étant collectif ou systémique. Donc l'action individuelle ne suffira pas. Elle est nécessaire, parce que ça en fait une partie, parce qu'en plus une action individuelle va pousser à des changements collectifs, mais par contre elle n'est pas du tout suffisante, il faut aussi avoir des actions collectives. Le premier point, je dirais, c'est d'abord de comprendre les choses, et du coup c'est un peu ce que tu fais dans cette vidéo, c'est de se dire, en fait, moi en économie j'y connais rien, si jamais je veux créer une entreprise ou savoir comment ça marche, eh ben, je vais d'abord me documenter et discuter avec des chefs d'entreprise, des chercheurs, lire des livres, savoir comment marche l'économie, et ensuite je vais me lancer. Et ben, sur le climat c'est pareil, tu peux passer du temps à essayer de voir des vidéos de vulgarisation, à lire quelques livres, à discuter avec des personnes qui ont cette connaissance. Et une fois que c'est ça, et ben, passer à l'action. Ça peut être soit par des changements, des actions que tu fais toi, soit par des engagements politiques ou associatifs. Les changements individuels les plus simples, c'est on dit toujours éteindre la lumière, mais c'est plus du bon sens finalement parce que son impact est assez léger par rapport à d'autres choses. Mais prendre un peu moins l'avion, prendre un peu moins sa voiture. Alors je précise que c'est toujours pas du noir ou blanc. C'est pas non plus j'arrête du jour au lendemain à tout faire et je m'y enterrer. Et c'est pas je continue tout. C'est progressivement diminuons certaines choses. Donc prendre un peu moins sa voiture, prendre un peu moins son avion, manger un peu moins de viande rouge, acheter un petit peu moins de choses. On est tous enclins à voir la fast fashion nous dire il faut changer d'habit toutes les semaines. Ben non, on achète un peu moins. Ben, c'est des choses finalement de bon sens, mais diminuer un peu. C'est souvent regroupé sous le terme sobriété. Voilà, faire attention à ce qu'on fait et en faire un peu moins. Et si tout le monde en fait un peu moins, et ben, ça va avoir un impact important. Et après, des engagements, je disais, parce que l'action collective et systémique est importante. Donc s'engager soit par des votes, soit par aller dans une association, soit par faire de la politique, soit aller dans sa mairie pour proposer de réutiliser certaines choses, de mettre en place du covoiturage dans la mairie, je ne sais pas, il y a des tas de choses qui peuvent exister. Mais ouais, d'un engagement, j'allais dire citoyen, que chacun choisit de la manière dont il veut, pour montrer aux gens que les choses existent et prendre des actions en ce sens-là, quoi. La préservation des glaciers permet donc de sauver des zones habitables dans les régions côtières menacées par l'élévation du niveau des océans et dans les régions dépendantes des ressources en eau qu'ils constituent. La mise en place d'actions individuelles et collectives permettant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre sera ainsi déterminante pour les vies des populations habitant ces régions, mais aussi celles impactées indirectement par ces changements.